Bonjour à tous. Je pensais qu'on allait être introduit par quelqu'un de la Polycloud, mais c'est pas grave. Voici ce talk quand TCP meurt à 20 minutes de latence. Je vais vous montrer aujourd'hui comment construire un réseau interplanétaire. On va voir dans un premier temps comment tout ça est fait, mais d'abord, cette présentation commence par une petite histoire qui commence à Montpellier, à 2 arrêts de tram d'ici, au CSUM, c'est le Centre Spatial Universitaire de Montpellier. Quel est son rôle, quelle est sa mission? Donc le Centre Spatial Universitaire de Montpellier, il lance des nanosatellites pour supporter des expériences qui vont être exploitées par des étudiants, des chercheurs et des industriels. Donc on a eu l'occasion de le visiter et on a pu voir la salle de contrôle du CSUM. C'est là où vraiment ils vont parler avec leurs nanosatellites. Et pour comprendre un peu comment ça fonctionne, il faut déjà comprendre comment les satellites orbitent autour de la planète. Donc il faut savoir qu'un objet en orbite, il met environ 1h30 à faire le tour de la planète. Et il ne va pas tout le temps passer à chaque orbite au-dessus du même endroit. Donc il va se décaler un peu. Là on voit par exemple, c'est l'orbite de l'ISS. Il se décale à chaque tour autour de la planète. Quand il est disponible, on aura 10 minutes de contact avec le nanosatellite et c'est vraiment une fenêtre de tir pour parler avec le satellite. Mais là, c'est l'ISS, mais le CSUM ne parle pas forcément avec l'ISS, il parle surtout avec des CubeSats. Des CubeSats, c'est un modèle de nanosatellite qui fait environ 30 cm de haut et 10 cm de côté par 10 cm de côté. Ce que vous voyez là, donc, c'est l'armature qui contient les expériences, les cartes et le software qui va être embarqué pendant la mission. Et les espèces de 4 tentacules qu'il y a au-dessus, c'est les panneaux solaires qui vont permettre d'alimenter le satellite pendant toute la durée de la mission. Il faut savoir que ces satellites-là, ils peuvent être déployés entre 2 et 4 ans. Et ça dépend notamment des cycles solaires et d'autres paramètres. Comment on parle avec ces satellites actuellement? Avec le CubeSat Space Protocol, c'est CSP. J'introduis ce terme maintenant parce qu'il va être important pour la suite. On va en reparler. Et les opérateurs, du coup, dans la salle de contrôle, que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'ils font, c'est dès qu'il y a un contact pendant 10 minutes, ils essaient de joindre le satellite par radio. Et donc, il faut qu'il soit coordonné. Il y a un opérateur qui dit « c'est bon, le satellite est disponible » et quelqu'un d'autre va transférer les données. Et donc c'est une machine bien huilée. Cependant, il y a quelques problématique à cela, c'est que nos opérateurs du CSUM, qui sont bien humains, eux, ils dorment la nuit, et donc la nuit, on peut rater certains contacts, et ils ont d'autres missions. Ce qui fait que on va rater certaines orbites autour de Montpellier. Et donc, il faut qu'on ait une solution, et on a notamment un projet, encore une fois, très montpelliérain, qui vise à remédier à ça. Il s'appelle le projet Vista, qui est mené par ce monsieur, j'espère que vous l'avez reconnu. Et c'est un projet... c'est un projet qui est supporté par l'ANR, donc c'est l'Agence nationale de la recherche, et ce monsieur travaille donc au LIRM. Voilà. Pour répondre à la problématique, pour que vous ayez un peu la problématique en tête, c'est comment faire transiter de manière fiable de la donnée à l'échelle interplanétaire dans un réseau en constante mutation.
Ici, vous avez mes idoles. Pourquoi ? Parce que imaginez que vous soyez un postier, que vous ayez une lettre à donner à quelqu'un, et qui, par moment, il disparaît, qu'il est à des millions de kilomètres, et que sur votre chemin, vous avez toutes sortes de failles qui s'ouvrent, de problèmes, de soucis, et donc il faut arriver à quand même délivrer la lettre au bout du compte. On va essayer de répondre à cette problématique, mais avant, je vais nous présenter. Donc moi, je m'appelle Hugo Ponthieu. Juste là, c'est mon LinkedIn, c'est nos LinkedIn. Et je suis chez Le Hibou et je suis alternant à Polytech Montpellier. Bonjour à tous, moi je suis Sarah Théoul, je suis aussi alternante à Polytech Montpellier et je fais mon alternance à la Poste dans une équipe d'innovation et de prospective. Et moi, comme mes camarades, du coup, je suis à Polytech en dernière année. Et voilà. Merci. Et donc, on va essayer de répondre à la problématique, mais d'abord, qu'est-ce que c'est un peu le réseau ? Et on va essayer je vais essayer de vous montrer ça en utilisant quelque chose que vous connaissez un peu tous, Internet. Et donc, il faut déjà partir du principe que Internet, ça marche par couches. Mais quelles sont ces couches et à quoi elles servent ? Déjà, vous avez une couche physique, donc c'est vraiment ce qui est palpable, c'est les câbles, les interfaces réseau. Il y a de l'électricité qui passe dans ces câbles, de la lumière. Donc ça, c'est une interface réseau que vous retrouvez potentiellement sur les ordinateurs. Ou encore, vous pouvez utiliser des pigeons, c'est possible. Ça a été très bien défini dans la RFC du 1er avril 1999. Et donc voilà, le réseau n'a pas de limite. Donc ça, c'est très bien pour faire passer de l'information très brute, mais comment on formalise cette information ? Avec tout un tas de protocoles. Le premier que je vais vous présenter de la stack, c'est Ethernet, qui permet juste de joindre une machine qui est sur notre réseau. Donc, par exemple, Sophia, qui est là. Sophia veut envoyer une image à Peter de ses vacances. Leurs deux ordinateurs sont connectés et ils vont pouvoir communiquer via ce câble et via Ethernet en utilisant leur MAC adresse. C'est à ce niveau-là que ça se fait. C'est bien de pouvoir parler avec les ordinateurs qui sont connectés entre eux, mais c'est encore mieux de pouvoir connecter avec un peu n'importe qui sur la planète. C'est pour ça qu'on rajoute la stack IP pour pouvoir traverser les routeurs et pouvoir trouver quelqu'un sur Internet. Donc IP, c'est Internet Protocol, qui vise à connecter les réseaux. Donc c'est Internetwork, Internet, et ça permet de passer à travers plein de routeurs. Ensuite, là-dessus, on rajoute une stack, une couche de qualité de service et de transport, on appelle ça, qui s'appelle TCP, et qui permet notamment de faire de la retransmission, de la gestion de congestion du réseau, de la fragmentation des paquets, donc c'est super utile. Et par contre, du coup, dans cette stack, il y a quelque chose qui devrait vous choquer un peu, qui est que notre couche de qualité de service et de routing sont séparées. Donc, ce qui va être problématique, notamment par exemple, vous avez en haut un chemin pour rejoindre Peter depuis... un chemin pour le réseau que les paquets vont emprunter depuis Sophia vers Peter. Il est très lent et peu efficace, ou alors vous avez un chemin plus long et plus rapide, mais du coup notre couche de qualité de service ne pourra pas s'adresser à notre couche de routage pour lui dire moi ça m'intéresse plus d'avoir un chemin lent mais avec peu de routeurs ou plein de routeurs mais plus rapide. C'est pas possible. On a un deuxième problème, c'est que je vous ai parlé de retransmission tout à l'heure, mais la retransmission, c'est à la responsabilité de la source. Donc, par exemple, Sophia va envoyer sa photo de vacances à Peter qui est tout au bout, et imaginons qu'entre le routeur 4 et 5, il y a un problème, on va devoir renvoyer la photo, et ça va repasser à travers tous les routeurs, ce qui peut être assez coûteux quand on a plein de routeurs.
quand on a plein de routeurs, et que c'est à des échelles bien plus grandes. Des échelles bien plus grandes, par exemple, à échelle interplanétaire. Ici, donc, par exemple, si on envoie un satellite autour de Mars, on a entre 3 et 20 minutes pour joindre, pour que le signal radio arrive jusque Mars, ce qui peut être très compliqué, notamment pour gérer les handshakes TCP. Donc, imaginez que en end-to-end, ça c'est un peu le protocole TCP qui définit ces phases. Donc, on doit faire un signe qui va prendre par exemple 20 minutes à arriver jusqu'à notre satellite. Ensuite, le satellite nous renvoie signe A qui met 20 minutes, et ensuite encore hack, on aura pris 1 heure pour s'envoyer un paquet, ce qui n'est pas super pratique. Et donc là-dessus, il faut des solutions, et je pense que Sarah en a, mais elle va rentrer plus en profondeur dans ce qui se fait. Donc, avant de vous exposer un peu les solutions qu'on peut mettre en place, je vais aller plus en détail dans les problèmes qu'on a. Donc, d'après tout ce que vous a dit Hugo, on met entre 3 et 20 minutes pour contacter Mars. Et donc là, il faut imaginer que c'est le chemin que va prendre un paquet depuis la ground station, donc qui sera tout en haut, qui est appelé GS, et ensuite le rover qui sera sur Mars et qui est tout en bas. Et au milieu, c'est tout un tas de routeurs qu'on va devoir traverser. Mais ces routeurs, ils ne sont pas tout le temps disponibles en même temps, parce que les planètes, elles tournent, parce que des fois, on a des interférences qui font qu'on ne peut pas avoir de connexion. Et donc, si on essaye d'envoyer un paquet, donc notre paquet qui serait en rouge tout en haut à gauche, on va pouvoir traverser de la station de base jusqu'au satellite de la Terre, mais on ne pourra pas aller ensuite jusqu'à Mars, parce que le contact ne sera pas disponible. On va réessayer une seconde fois. Cette fois, on va pouvoir passer jusqu'au satellite de Mars, mais de Mars, on ne pourra pas descendre sur le rover, parce que, encore une fois, le rover, peut-être qu'il a fait un tour, il a bougé sur Mars, et il n'est pas disponible juste sous le routeur. Donc on va recommencer, et un jour, on va avoir toutes nos connexions qui sont up en même temps, pour pouvoir envoyer toutes nos communications d'un coup. Donc cette fois, on va devoir faire notre handshake, donc faire un aller-retour et demi, et ensuite seulement pouvoir envoyer nos datas. Et donc on voit qu'on a une immense latence avant de finalement pouvoir avoir une petite communication. De la même façon, si jamais on a un paquet qui est plus long qu'une connexion qu'on peut avoir, si notre routeur vraiment il est très éloigné, qu'on arrive à le capter pour 30 secondes alors qu'on aurait eu besoin d'1 minute pour transférer notre paquet, on va perdre la communication, il va falloir à nouveau recommencer et réessayer d'envoyer le paquet complet. Pour répondre à cette problématique, il y a quelque chose qui a été inventé qui s'appelle les DTN, c'est les Delay and Disruption Network, Tolerant Network, ou alors qu'on peut traduire en français par les réseaux tolérants aux délais et aux interruptions. Donc on va venir remplacer notre stack de communication actuelle pour permettre de pallier à toutes les erreurs qu'on a quand on a des grandes distances comme les nôtres actuelles. Les DTN sont notamment formalisés avec le bundle protocol qui sont définis dans 2 RFC, la 5050 et la 9171. Et le bundle protocol, il va être mis en place pour envoyer ce qu'on va appeler des bundles, et ce que je vais vous montrer dans notre stack. Donc on va venir, à la place de TCP/IP, remplacer le haut de notre couche par le bundle protocol qu'on va mettre à chaque étape Donc on peut partir du début où on a un opérateur qui communique avec un rover, et à chaque fois on va passer dans le bundle protocol qui va nous permettre de mettre en application certains mécanismes que je vais vous détailler par la suite, mais je spoil pas maintenant, pour pouvoir faire des délais, des transmissions avec délai sans aucun souci. Avant de vous expliquer cette solution, il faut que je vous parle du routage des paquets, puisqu'on va pas faire du routage comme l'expliquait Hugo. Cette fois, on va mettre en place une autre solution. Nous, on a choisi la solution à sabre, qui permet de faire un routage de façon intelligente avec des algorithmes intelligents qui prennent en compte la durée des transmissions, qui prennent en compte la durée de disponibilité de nos routeurs, et qui va ensuite appliquer son algorithme à chaque saut pour savoir où est-ce qu'il faut qu'on se déplace. Donc c'est un algorithme qui a été développé à Montpellier, mis en place par les collègues dans la salle, et qui nous on veut mettre en place sur nos expériences.
Le principal nouvel ajout du bundle protocole, c'est ce qu'on appelle le store and forward. Donc, si vous vous rappelez du schéma qu'on avait avec la stack TCP/IP, on essayait d'envoyer tous nos messages d'un coup à travers tous nos satellites, tous nos rovers. Cette fois, on va faire les choses différemment. On va aller de contact en contact. Donc, on va partir de la station qui sera sur Terre. Dès qu'on va détecter le satellite de la Terre, et ben on va pouvoir envoyer nos données. C'est la première bulle que vous voyez après avoir passé le premier contact en vert. Et ensuite, on va stocker nos données dans notre satellite jusqu'à ce que le prochain satellite soit disponible. Donc on va voir que quand on arrive au deuxième trait vert entre le satellite terrestre et le satellite martien, on a un contact qui s'effectue, donc on transfère notre donnée, notre bundle. Pareil, on va à nouveau le stocker en attendant qu'on puisse l'envoyer au rover. Et au final, le délai il sera beaucoup plus court que toute la latence qu'on avait avec TCP. Et finalement, ça permet de ne pas avoir un trajet à faire en entier avec 20 minutes de délai, mais on aura peut-être une demi-heure pour envoyer notre paquet, mais il ne se sera pas perdu en chemin et on n'aura pas perdu tout notre temps au début. Ça, c'est un deuxième exemple pour le forwarding de nos paquets. Soit on va avoir le stockage directement et l'attente jusqu'à ce que le second link soit disponible, ou alors, comme vous voyez, entre le satellite martien et le rover martien, on a directement le contact qui est disponible. Mais alors, dès qu'on a fini de recevoir un bundle, il est stocké et immédiatement transféré. Donc ça permet de ne pas perdre de temps si jamais le contact est disponible. Ça ne sert à rien d'attendre dans le vide, on peut directement envoyer notre information. Là, ce que je vais vous proposer, c'est un petit zoom sur la connexion entre le satellite terrestre et le satellite martien, puisqu'on vous avait dit qu'il y avait entre 3 et 20 minutes de délai. Mais comment est-ce que ça se passe quand on a nos contacts ? Et en fait, le contact il va plutôt être de cette forme-là, plutôt que les rectangles qu'on vous montrait jusqu'à présent, puisque on va avoir un début de contact sur Terre. On sait qu'on va avoir un contact, puisqu'on connaît les plans de contact, c'est régulier. Donc on va pouvoir commencer à envoyer nos données et on sait que dans 10 minutes, dans 15 minutes, ils arriveront sur le satellite martien. Et au contraire, on sait qu'il faut qu'on s'arrête 10 minutes avant la fin de notre contact, puisque le bundle, si on l'envoie trop tard, il n'arrivera pas. Et justement, les choses sont bien faites, les RFC ont été bien définis de telle sorte qu'on ne peut pas envoyer le bundle s'il n'arrivera pas. Donc on s'arrête d'envoyer dès qu'on sait que ce sera la fin du contact de l'autre côté. Toutes ces informations un peu techniques, elles se formalisent au CSUM donc avec de la façon suivante. Donc sur la gauche, vous avez le CubeSat de 3 unités qui est représenté sur la droite par le schéma. Donc la plateforme, ce sera toutes les informations qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de notre satellite. Donc que ce soit toutes les métriques de fonctionnement, le voltage, l'exposition au soleil, toutes les métriques qu'on a besoin pour savoir si le satellite fonctionne bien. On aura ensuite un mission controller qui vient s'interfacer entre la plateforme et les payloads, donc qui vient être un software on chip qui vient tout gérer. Et ensuite, en dessous, on aura les payloads, donc qui seront toutes les expériences qui auront été envoyées sur le satellite, donc que ce soit l'expérience que nous on est en train de développer, des expériences des entreprises, voilà, plein de petits tests qui sont bien séparés les uns des autres. Dans le cadre de notre projet, on a fait l'acquisition de 2 cartes PolarFire. Donc c'est des cartes qui sont utilisées en tant que mission controller sur les CubeSats. Et notre but, c'était de pouvoir répliquer au mieux possible ce qui serait envoyé ensuite dans l'espace. C'est pour ça qu'on a des cartes PolarFire en architecture RISC-V. Ces cartes sont aussi, ont des bus scan qui nous permettent le transfert des données d'une carte à l'autre ou alors dans les satellites d'envoyer l'information depuis le mission controller vers les expériences. Donc c'est un moyen de transfert de données qui nous est ici maintenant très utile. Et on utilise ce bus scan puisque notre but c'est d'être le moins intrusif possible pour le CSUM parce qu'ils ont actuellement une solution qui fonctionne, parce que ça leur sert pour faire de l'enseignement pour des étudiants, ils ont des formations là-bas. Donc notre but c'est de montrer que notre solution elle marche, notre solution elle peut les aider, mais par contre on vient pas les embêter, on vient pas déranger tout ce qu'ils avaient. Donc on garde ce qu'ils ont déjà à l'intérieur de leur satellite, on garde CSP, et on vient juste apporter le bundle protocole par-dessus pour leur amener une tranquillité d'esprit et qu'ils puissent faire autre chose plutôt que de surveiller chaque contact et d'envoyer leurs données à la main. Donc maintenant, je vais passer la main à Mathias pour qu'il vous explique un peu l'implémentation réelle de ce qu'on a fait.
Du coup, moi, je vais vous présenter c'est quoi notre projet, c'est quoi notre contribution à tout ça. Et du coup, le besoin, c'est pour l'implémentation du bundle protocol pour ces CubeSat, il faut tout simplement que il y a un layer qui n'existait pas, qui n'a pas encore été développé, et c'est notre contribution à ce projet. C'est le CSPCL. CSPCL, CSP, vous en avez déjà entendu parler au tout début, on vous a dit que c'était important, c'est le protocole de communication qui est utilisé. Et CL, ça veut dire Convergence Layer. On va revenir juste après sur qu'est-ce que c'est qu'un Convergence Layer, vous l'avez vu tout à l'heure dans le GIF. Mais d'abord, ce que ça apporte au CSUM, tout ça, et ben, comme l'a dit il y a 2 secondes Sarah, ça va leur permettre d'avoir beaucoup moins d'opérations manuelles à faire sur les cartes, etc., d'avoir plus d'automatisation de leur libérer forcément beaucoup de temps pour faire d'autres choses, développer de nouvelles expériences, etc. Donc qu'est-ce qu'un convergence layer ? Un convergence layer, c'est une abstraction du protocole de communication. On l'a vu tout à l'heure dans la stack avec le petit GIF. Il y a le bundle protocol qui lui gère le protocole et il ne veut pas s'intéresser à par quel protocole il va passer en dessous. Il y a d'autres protocoles qui sont déjà implémentés, comme par exemple au-dessus de TCP, au-dessus de UDP, ce genre de choses. Ça existe déjà. Et donc du coup, il y avait ce besoin-là de le faire au-dessus de CSP. Pourquoi au-dessus de CSP ? Parce que c'est pour les CubeSat. Et pourquoi CSP ? Parce qu'ils utilisent des bus CAN. CAN, c'est un bus qui est majoritairement utilisé dans l'aéronautique et le spatial pour des questions de performance, pas vraiment, plutôt de robustesse. Parce qu'il a des très très bons codes de correction d'erreurs, de la robustesse aux bit flips, ce genre de choses, aux interruptions électromagnétiques, ce genre de choses, par sa construction électrique et aussi par le software qui l'accompagne. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir moins de qualité de service à gérer au-dessus de cette interface CAN. Et donc du coup, notre implémentation, donc le CSPCL, il est constitué principalement donc d'une librairie qui va nous permettre de communiquer entre le CSP et de mettre à disposition les fonctions principales qui vont permettre au bundle protocol de communiquer via CSP. Et donc, en construisant cette brique, on a eu quelques soucis, notamment comment on s'assure de la transmission et de l'état de la connexion. Donc, par exemple, est-ce que la personne en face, elle est bien là ? Est-ce que la connexion, elle est up ? Parce que CSP, ça peut fonctionner un peu comme UDP, mais on va voir qu'il y a aussi des fonctionnalités qui vont nous permettre d'avoir de l'ACK et de la qualité de service. Et comment envoyer des messages plus gros que notre MTU ? CSP, c'est assez particulier parce que comme ça communique par-dessus CAN, ça va avoir des très petits bundles parce que l'interface CAN a un très petit MTU. MTU, c'est Maximal Transferable Unit. Donc, qui veut dire le plus gros message qu'on peut faire passer en un seul paquet. Et donc du coup, pour répondre à ces problèmes, CSP il a 2 fonctionnalités, donc RDP, Reliable Datagram Protocol, qui va nous permettre d'avoir de l'ACK et d'être sûr que le message est bien arrivé, sans pour autant avoir autant de complexité que TCP avec des ACK aussi avancés. Et SFP, qui va nous permettre d'avoir de la fragmentation, parce que comme on l'a dit, on a un très petit MTU, donc il va nous falloir fragmenter des bundles qui pourraient être assez gros, pour le faire passer via le bus. Et donc du coup, on le voit ici, donc on a notre librairie qui va communiquer avec l'implémentation en C de CSP, donc le protocole en lui-même, avec la fragmentation, et on a dû implémenter donc au départ via ZMQHub, donc qui elle est un espèce de proxy, donc on peut en faire des réseaux terrestres, mais ça ne peut pas marcher avec les satellites. Et donc, du coup, après, on a étendu ça à CAN et Socket CAN, qui, elle, est le vrai bus, pour le coup, qui va pouvoir communiquer derrière avec des émetteurs radio et qui vont pouvoir se parler entre satellites et la Terre. Chaque implémentation d'un CLA
elle est particulière parce que il y a plein d'implémentations du bundle protocol. Ici, on en voit 3, celles sur lesquelles on s'est concentré. Il y a UD3TN qui est en C avec Unibo qui est aussi en C et Hardy qui est une implémentation, elle, en Rust. Et donc du coup, la particularité, c'est qu'on va devoir implémenter pour chacun de ces bundle protocoles, de ces implémentations de bundle protocol, une implémentation de notre CLA. Donc c'est pour ça qu'on a fait une librairie générale, parce que derrière, elle va se décliner en plusieurs adaptations, notamment pour Unibo, qui va être très différent de UD3TN, dans le sens où UD3TN va embarquer le CLA à l'intérieur, donc c'est le même process qui va faire tourner et le code du bundle protocol et le code du CLA, alors qu'on va avoir Unibo qui va fonctionner en tant que démon. Donc là, ça va être 2 process différents qui vont communiquer entre eux pour s'envoyer les messages. Et on a aussi voilà, forcément des bindings en Rust pour pouvoir utiliser notre librairie dans Hardy. Et donc tout ça, ça nous amène au but de tout ça, c'est d'avoir une application qui communique avec un premier bundle protocole et qui va pouvoir communiquer avec un autre. Et du coup, là, on a notre brique qu'on a implémentée, donc qui est CSP, qui va nous permettre de communiquer avec nos CubeSat. Et donc, du coup, maintenant, je vais laisser place à la démo. Merci beaucoup. Donc je vais faire cette démo. Elle ressemble un peu à la slide qui est là juste avant. Mais on va avoir ce schéma sous une lorgnette plus infrastructure. Donc ici, il va y avoir 3 VM qui tournent en local sur ma machine, qui sont en RISC-V comme nos cartes PolarFire, qu'on a juste 2 étages au-dessus. Ces VM RISC-V, elles ont tous les 3 l'implémentation en Rust du BP, donc Hardy, qui tourne dessus. Il y en a une qui va utiliser juste CSP et donc avec une interface CAN, et elle va pouvoir discuter avec la seconde machine. Cette seconde machine, elle va avoir deux interfaces et 2 CL, donc convergence layer, qui vont tourner. Qui sont donc le CSPCL et le TCPCL. Donc là, on est sur la Ground Station, ce serait l'antenne au sol qui sera utilisée, et du coup, le node que j'ai appelé Control Room aura juste le TCPCL. Donc là, il faut s'imaginer que les opérateurs, ils sont dans la salle de contrôle et qui reçoivent de la donnée qui vient du satellite et qui transite par notre Ground Station et qui arrive dans notre Control Room. Donc cette démo, il faut forcément un petit payload. Donc on va envoyer le résultat d'une expérience super scientifique qui a trouvé donc les Martiens, et ils nous disent bonjour. Donc ça arrive tout de suite. Attends, tac, est-ce que je suis au bon endroit? La souris est toute petite. Donc oui. Je crois qu'on est bien. Donc là, c'est vraiment une petite interface web pour visualiser tout ce qui va se passer pendant la démo. Vous avez le satellite, l'antenne et la control room. Et en plus de ça, vous avez un truc un peu moins digeste pour vous, mais ça vaut le coup de vous le montrer. On a 7 interfaces avec plein de logs qui tournent. En haut, donc c'est encore une fois ici le satellite qui tourne. Ici, vous avez la ground station, et là, vous avez les logs de ce qui se passe dans la control room. En haut, vous avez les logs applicatifs, si je puis dire, de Hardy qui tournent. Et en dessous, vous avez donc des dump des interfaces réseau. Donc ici, c'est can dump qu'on a utilisé. Là aussi, c'est un can dump. Comme c'est la note du milieu, on a can dump et TCP dump pour voir ce qui se passe. Ça va me permettre de vous prouver qu'il y a bien du trafic qui passe d'une interface à l'autre. Et enfin, on a encore un TCP dump, et seulement un TCP dump dans la control room. Donc le but là, ça va être juste déjà d'envoyer un payload, et donc normalement il devrait passer donc du satellite vers l'antenne jusqu'à la control room, si tout va bien.
Voilà, donc là, le BPA3, vous voyez les résultats juste ici. Il a bien reçu le paquet, et normalement, alors j'étais un peu lent là, si on va voir les interfaces réseau, on va voir que ici on a bien Marchand Grit qui est passé, ici aussi on l'a, et là si on remonte un peu, c'est un peu plus compliqué dans le TCP dump. Je l'ai sûrement raté, il est là, et donc c'est l'antenne, et attendez, et là il a été reçu sur la Ground Station, et là vous pouvez évidemment applaudir. Mais c'est pas tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est le store and forward. Le store and forward, donc là j'ai un beau bouton pour tuer notre BPA3, je viens de cliquer dessus, le BPA va s'éteindre, et donc il va s'éteindre, je vous jure que c'est vrai, et là il est éteint, et là il est offline. Donc on voit qu'il est bien offline, et donc je vais changer la payload pour être sûr. Bonjour, je vais l'appeler, je vais l'envoyer. Et donc là, on voit que le node l'a pas reçu. Le node l'a pas reçu, mais normalement, c'est notre réseau. Maintenant, c'est l'antenne qui a la responsabilité du paquet que je viens d'envoyer. Donc, normalement, si je remets en ligne notre BPA3, tout devrait bien se passer, et il devrait recevoir dans sa boîte aux lettres le paquet. Et là, on croise les doigts. Je viens de le remettre en live. Et voilà, bonjour.png qui vient d'arriver dans l'inbox 3. Voilà. Et là, on est content. Tout le monde a reçu ses paquets. Et même de nuit, on a pu avoir accès aux données du satellite. Voilà pour cette démo. Et donc, tout ça, c'est tout ce qu'on a pu implémenter par le passé, on va vous montrer tout ce qui fonctionne avec notre belle démo. Mais maintenant, je vais vous parler de ce qui nous reste encore à faire, ce qu'on est en train de faire et ce qui va venir ensuite. Donc, comme on a dit qu'on ne voulait pas embêter le CSUM à remplacer tout ce qu'ils avaient déjà, notre but, c'est juste de nous positionner au-dessus. Du coup, ça veut dire qu'on a du CSP en interne dans le satellite. Nous, on vient y mettre ensuite du bundle protocole autour. Et ensuite, on vient remettre une couche de CSP pour envoyer nos informations. Du coup, ça fait du CSP over BP over CSP, ce qui n'est pas forcément très digeste. Donc voilà, notre but, ça va être de mixer un peu tout ça pour le rendre un petit peu plus sympathique, toujours dans l'optique de pas toucher à l'existant, mais que ce soit fonctionnel. Une autre partie de notre travail, c'est de s'interfacer avec le proxy Charon, qui est développé par Tristan, donc on peut appeler un peu comme un WireGuard DDTN, dont le but sera d'écouter CAN, donc qui sera connecté à des applications. On va écouter CAN et on va ensuite transférer nos paquets avec CSP pour les envoyer vers des satellites. Donc le but de tout ça, c'est de reprendre cette stack-là, mais au début et à la fin, de venir réajouter nos proxys pour pouvoir communiquer avec des applications. Donc on peut voir, donc on va avoir une application 1 qui envoie des informations, qui veut contacter une application 2, et donc on va avoir tout le trajet qui va passer en plus par CSP et CAN et au travers de Charon. Donc on peut avoir des interfaçages différents du D3TN avec Hardy, qui sont les deux implémentations du bundle protocole. Ça s'interface sans aucun souci, puisque on aura quand même le BP en dessous qui tient. Et finalement, donc, ce qui nous reste à venir, c'est l'écriture d'un papier et sa présentation donc, au Stint 2026 qui sera en Belgique. Donc notre but, c'est d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel de A à Z et de pouvoir montrer que l'implémentation est réussie et surtout qu'elle est fonctionnelle et qu'elle peut être intéressante à être mise en œuvre. Donc voilà, on va bosser là-dessus et puis on espère que tout se déroulera correctement, mais on est déjà sur une très bonne lancée. On est sur les dernières étapes de notre implémentation. Voilà, c'est la fin de notre démonstration. J'espère que ça vous aura plu. Merci. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou si vous voulez faire des retours.
Merci beaucoup pour la présentation. Bon, il y a des questions. Oui, si j'ai bien compris, pour tout ce qui est communication à satellite, vous ne faites pas du TCP, mais j'ai plus le nom, mais vous Du faites CSP. du CSP. Tout à fait. Est-ce qu'il gère la retransmission de paquets ou la détection de corruption? En fait, ma question derrière, c'est est-ce que entre deux satellites dans l'espace, vous pouvez avoir de la corruption de données? Et si oui, est-ce que vous gérez entre les deux satellites la retransmission? Entre deux satellites qui sont connectés actuellement? En fait, le bundle protocole gère ça. Et le bundle, il garantit que lors d'une communication entre deux satellites, le message va transiter en entier et non corrompu. Ok. Donc l'objectif, c'est que la communication de point à point, elle se fasse toujours bien. Ok, super. Et donc du coup, il y a des garanties à ce niveau-là au niveau du protocole. Au niveau du BP. Donc au niveau du bundle protocole, mais aussi au niveau du protocole sous-jacent dans le CLA. Et du coup, c'est important qu'on ait aussi de la qualité de service à ce niveau-là. C'est pour ça qu'ils utilisent CAN pour avoir des interfaces robustes. Et c'est pour ça qu'après aussi, CSP implémente des choses derrière pour avoir de la correction d'erreurs et minimiser ça au maximum. Donc chaque couche fait en quelque sorte sa propre correction d'erreurs qui sont faites tous ensemble pour minimiser vraiment Ouais, le problème. c'est un peu ça. Ok, super. Super, merci pour la présentation. Deux petites questions. Donc j'ai cru comprendre que ce n'était pas encore utilisé en situation réelle. Alors, le bundle protocole, si, mais pas le CSPCL sur des CubeSat et le bundle protocole pas sur des CubeSat. Donc, par exemple, avec l'ISS, si je ne me trompe pas, ils en font déjà. Et voilà. Ok, super, très bien. Et du coup, par curiosité, avant que le bundle protocol, etc. existe, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'attendaient d'être en lien direct avec disons avec un rover sur Mars? Et ben, du coup, ils essayent de... Enfin, en fait, les fenêtres de contact, on les a plus ou moins. Parce que tu connais l'orbite, tout ça, ça se calcule. Donc, du coup, ils lancent et ils espèrent que ça arrive et que ça va revenir. Et si ça marche pas ce coup-ci, bah, ils attendent la prochaine fois qu'ils pensent qu'il va être en face et ça repart. Ok, très bien, merci. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, il y a des opérateurs dans leur salle qui attendent, ils regardent le trajet du truc et ils se disent ah, là c'est bon, et hop on lance et ils attendent, ils regardent les paquets, savoir s'ils ont bientôt reçu ou pas et voilà. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. J'avais une petite question sur la slide où vous parliez, vous expliquiez un petit peu le protocole justement, la technique que vous appelez store and forward. Admettons, j'ai un paquet qui dont la taille est supérieure à ce que ça me prendrait, enfin ce que je sais en disponibilité entre mes deux relais. Est-ce que le protocole gère ça aussi? Du coup, ça va être géré au niveau du routing. On a un routing intelligent qui fait qu'on va prendre une route qu'on sait qu'on peut prendre, donc notamment avec ASAP. Donc on va pas passer par un lien où on sait qu'on ne peut pas envoyer notre donnée. Ok, merci. Et après, on a aussi de la fragmentation au niveau du BP si jamais on a besoin. Merci beaucoup pour ce talk, c'était super cool. J'ai une petite question par rapport au CSP. Alors, je ne l'ai pas regardé en détail, mais donc vous avez dit que sur TCP, il y a un three-way handshake. Vous avez 3 paquets au début. Est-ce que sur CSP, c'est pareil? Enfin, vous avez dit qu'il y avait des... Peut-être j'ai mal compris, mais vous avez dit qu'il y avait des handshakes. Est-ce qu'ils ont réussi à contourner ce problème? En fait, c'est pas vraiment du handshake à proprement parler. Je suis pas ultra certain de ce que je dis. Après, faudra que je revérifie, mais de ce que j'avais vu dans le code, c'est juste de l'ACK au niveau message en fait. Donc, c'est-à-dire que tu fais ta connexion. Au niveau de l'établissement de la connexion, à ce moment-là, il y a un ACK. Et après, c'est juste par message. Tu envoies ton message, tu as un ACK, je l'ai reçu. Et c'est tout. Donc il n'y a pas autant de handshake, il n'y a pas de three-way handshake, il y a ce genre de choses. Voilà.
Et du coup, est-ce que comme TCP, il est en mode connecté ou pas ce protocole ou juste il envoie comme ça et bonne Il y a chose. les deux. Ok, ah, c'est cool. Ok. Mais du coup, nous, pour faire du RDP, on est obligé d'être en mode connecté pour le coup. Et du coup, SFP, c'est un peu comme UDP, mais pour le CSP ou pas? SFP, non, SFP c'est Small Fragmentation Protocol, Ok, donc ça rien à voir. Mais c'est juste CSP a un mode non connecté et là effectivement c'est comme UDP. Ok, merci. Merci Et beaucoup. en fait, on peut aussi avoir le mode connecté sans RDP et là aussi c'est un peu comme UDP du coup. Ok, nickel. Ouais, c'est super clair, merci beaucoup. Bonjour, je me suis bien éclaté à suivre votre présentation, même si je connais rien. Par contre, j'avais une question. Vous mettez une couche pour pas déranger le reste, mais vous envoyez ça dans l'espace et tout peut pas se planter parce que dans le satellite, on va pas pouvoir l'éteindre à la main pour que ça redémarre. Donc, vous êtes sûr qu'en envoyant cette couche, vous n'allez pas tout casser? Non, on n'est jamais sûr de rien, et c'est pour ça qu'il y a notamment des standards qui permettent de compiler notre code pour qu'il soit déjà tolérant au ce qui s'appelle les bit flips. Donc c'est des corruptions qui arrivent au niveau hardware, donc au niveau matériel. Par exemple, s'il y a un rayon spatial qui arrive sur la carte, il peut endommager la carte et ça peut être délétère pour l'expérience. Et du coup, on a ce genre comment ça s'appelle, de prévention pour pas qu'on ait trop de problèmes. Après, je connais pas. Il faudrait qu'on bench un peu plus. On n'a pas encore eu le temps de faire les benchmarks pour être sûr que ça va pas exploser dans l'espace. Oui, merci beaucoup encore pour la présentation. J'ai une question. Merci. Est-ce que ça rajoute dans le cas passant où on est en face les planètes, les satellites et tout ça, votre couche, quelle bande passante elle prend en plus? Est-ce que c'est négligeable parce que c'est du hardware Alors c'est une excellente question. Déjà, normalement, il y a un mécanisme pour faire en sorte qu'on ne va pas trigger le store and forward quand, quand les contacts sont disponibles. Ceci étant dit, vous avez toujours de la sérialisation, du code qui va tourner pour gérer les connexions, et ça fait un petit overhead, mais on préfère avoir un petit overhead et que nos paquets soient très certainement envoyés d'un peer à un autre. Je ne sais pas si c'est clair. un tout petit pourcentage d'overhead, quoi, mais qui est négligeable. Voilà. Ouais. Je suis en freestyle. L'overhead il est négligeable dans le sens où il y en a un qui, sur Terre par exemple, ce serait pas négligeable parce que ça va nous rajouter beaucoup de choses. Mais le truc, c'est que dans l'espace, on n'a pas autant de garanties que sur Terre. Et donc du coup, finalement, cet overhead, il est nécessaire pour avoir quelque chose qui se passe au mieux dans la plupart des cas possibles. Donc voilà, c'est nécessaire. Oui, par curiosité, pourquoi ne pas converger sur IP et partir sur un protocole, je suppose, de couche 3, du coup, différent? Sachant qu'il y a déjà un écosystème pour tout ce qui est embarqué et lien bas débit, typiquement IPv6 avec la compression des headers. C'est lié à l'historique, c'est un choix de design? Donc c'est pourquoi pas rester sur IP? Pourquoi ne pas se baser sur IP en termes d'adressage notamment? Justement, en termes d'adressage. Parce que du coup, justement, IP, on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas responsable de la qualité de service. Non, si. Non, c'est ça. Il n'est pas responsable de la qualité de service, IP. Et donc du coup, il va faire du routage. Peut-être qu'il va le faire bien dans certains cas, mais sauf que là, chaque lien, il va être entre guillemets crucial. Et le fait de faire du routage avec IP, ça va pas nous permettre de prendre en compte tous les paramètres dont on a besoin pour faire les liens dans l'espace. Donc notamment la disponibilité des liens, etc. Et on a des plans qui sont bien plus précis et détaillés dans l'espace que ce qu'on va avoir sur Terre avec IP. Ok, merci.
D'autres questions? Ça m'a l'air d'être bon. Ben, merci beaucoup pour la présentation. Et n'hésitez pas à faire un retour sur leur talk, sur leur open feedback, si vous aviez envie. Qui est juste là. Merci beaucoup. N'hésitez pas.